Les enjeux de la Palestine au sein de l'UNESCO sont tout d'abord ceux que rencontrent tous les pays membres, tous les États membres et les pays membres, et ce sont en fait les enjeux qui sont strictement liés à la mission de l'UNESCO, c'est-à-dire l'éducation, la culture et les sciences. Donc il y a déjà là tout un champ qui doit être travaillé et que la Palestine a déjà beaucoup travaillé avant même qu'elle ne soit admise comme membre à part entière. Il y a d'autres enjeux moins visibles, beaucoup moins visibles. Ce sont, je dirais, des enjeux de souveraineté. Car pour beaucoup d'actions qui apparaissent comme étant des actions, elles le sont aussi, ce n'est pas une fausse apparence, des actions qui apparaissent comme étant des éléments culturels ou éducationnels, il y a toujours une dimension de souveraineté dans ces actions. Or, pour des pays indépendants, l'idée de dire que le pays indépendant est souverain chez lui n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Par contre, dans le cas de la Palestine, qui est un cas très particulier, qui est un pays membre occupé, toute expression de la souveraineté est une sorte de prise, non pas de position, mais de prise d'action sur le terrain par rapport à l'occupant. C'est-à-dire, je vous donne un exemple pour bien m'expliquer. Si vous prenez la liste, ce qu'on appelle la liste du patrimoine mondial, et donc beaucoup de pays se battent tous les ans sur les enjeux culturels pour inscrire leurs sites. Dans le cas de la Palestine, il est fondamental, par exemple, d'inscrire les sites parce qu'ils sont exceptionnels. Comme dans tous les pays, nous avons des sites exceptionnels comme les autres. Par contre, dans le cas de la Palestine, il y a une condition de procédure quand vous voulez être candidat qui ne se pose pas pour les autres pays membres. Si vous voulez être candidat, vous devez avoir la capacité de dire que vous êtes souverain sur le lieu que vous voulez inscrire. Donc vous comprenez à ce moment que quand vous arrivez à inscrire Bethléem, vous n'êtes pas seulement en train d'inscrire un lieu exceptionnel, le Christ, Noël, la Nativité, la Basilique, ainsi de suite. Vous êtes en train également d'inscrire le fait que vous êtes souverain à Bethléem. Donc, quelle que soit l'issue des négociations, ça c'est un point qui est marqué. Vous voyez, c'est pour cela, c'est ce qui va vous expliquer pourquoi la bataille pour Hébron a été d'une violence que vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'il n'y avait pas seulement la dimension d'Hébron, la ville, la dimension de la mosquée à Hébron avec les tombeaux des patriarches Abraham, Isaac, Jacob, ainsi de suite. Il y avait également le fait de dire la Palestine est souveraine à Hébron, alors qu'à Hébron, comme vous le savez, des milliers de colons sont en train de s'installer. Donc, tout d'un coup, vous marquez dans une institution internationale une question de légalité. Donc, légalement, sur le plan de la loi internationale, sur le plan des règles, sur le plan des principes, c'est vous qui êtes souverain. Et à ce moment, ceux qui sont là, qu'ils soient 5 000 ou 50 000 colons, ne doivent pas être là. Et vous venez de marquer le fait que la Palestine est souveraine à Hébron. C'est pour cela que vous avez des enjeux qui, en apparence, ou pas c'est pas de l'apparence, qui sont culturels, mais dans notre cas, qui ne sont pas seulement culturels. Il y a un autre champ également qui est très important dans le cas de la Palestine, qui est la question des fouilles archéologiques. Bien sûr que vous avez toujours des débats, des combats, des luttes de tous les pays quand des sites sont saccagés, quand des sites sont pillés, quand des biens culturels sont volés et emportés vers d'autres musées. Tout cela, nous l'avons. Mais nous avons également une dimension supplémentaire, de nouveau la question de la souveraineté. Car dans le cas de l'occupation israélienne, les sites sont utilisés non seulement par rapport à leur importance archéologique, à leur importance historique, à leur importance esthétique. Ils sont utilisés souvent pour dire Israël a un droit de souveraineté sur les lieux parce que nous avons trouvé une trace de ce que nous pensons, disent les Israéliens, être une trace ou biblique ou juive, comme ils disent. Je ne vais pas entrer dans les détails du débat parce que souvent les traces qui sont considérées par les colons, parce que les colons maintenant sont les grands archéologues devant l'Éternel,
sont en fait hérodiennes, qui qualifient à chaque fois de juives et donc justifiant tout. Elles sont hérodiennes en ce sens qu'elles datent de la période d'Hérode et sont en fait des vestiges romains. La période hérodienne est romaine en réalité. En tout cas, je ne vais pas entrer dans ce débat. Les archéologues sérieux savent que c'est fabriqué de toutes pièces. Mais la question n'est pas là. La question non plus n'est pas de dire il y avait ou il n'y avait pas des juifs en Palestine. Bien sûr qu'il y en avait. Mais il n'y avait pas que des personnes de religion juive, il y avait les autres religions. Par contre, dire quand je trouve une trace, cela veut dire que j'ai un droit exclusif. L'idée de l'exclusivité est très importante. Sur cette terre devient une déviation, une perversion de l'archéologie, et nous sortons de l'histoire pour entrer dans de la fabrication des mythes et des mythes de pacotille qui tiennent sur rien. Donc là, nous avons une bataille très particulière, très particulière. Encore une fois, dans le sous-sol, il y a des éléments de souveraineté. Vous voyez, il y a un courant dans l'archéologie israélienne qui est extrêmement intéressant, extrêmement respectable, et c'est un groupe d'archéologues professionnels qui ont publié, ils ont une brochure régulière, technique, ils font du très bon travail sur le plan de l'archéologie, et qui disent aucune trace ne donne des droits. Si je trouve une trace romaine, je dirais à un moment donné, voilà ce qu'était Rome. Si je trouve une trace nabatéenne, je dis voilà ce qu'était les nabatéens. Si je trouve une trace grecque, ottomane, ainsi, voilà ce que... Si je trouve une trace hébraïque, je dirais voilà ce que c'était à un moment. Mais aucune ne donne des droits d'exclusivité sur les lieux. Donc voilà, très vite, hein, quelques-uns des enjeux auxquels nous faisons face. Et puis le dernier, qui est qui est épuisant, il faut le dire très sincèrement. Nous avons tous les jours des violations des droits. Et donc nous devons tous les jours relever et déposer des plaintes et des revendications quant aux violations des droits.